Sous la pluie fine du 24 octobre 1986, un autobus couleur crème aux rayures vertes quitte le petit village de Cuetzalan del Progreso, au Mexique, emportant 15 enfants, une jeune enseignante et un chauffeur énigmatique. Les chemins de terre rouge serpentent vers les montagnes voilées de brume, là où les rires innocents des enfants résonnent pour la dernière fois avant de s'évanouir à jamais. Sophie Durand, une mère, serre les mains de ses jumeaux, son regard empreint d'une angoisse muette. Cuetzalan, où l'éducation incarne l'espoir des familles modestes, sombre dans un silence funèbre. Qui a volé ces enfants? Quel secret se cache dans les replis de ce brouillard épais? Si c'est votre première visite sur notre chaîne, abonnez-vous et activez la cloche pour plonger avec nous dans les mystères mélancoliques du passé, où la vérité attend d'être révélée. Dans les replis d'une brume persistante, Cuetzalan del Progreso, un village perdu dans les montagnes de Puebla, au Mexique, semblait figé dans un temps où l'espoir était une denrée rare. En 1986, ce hameau isolé, où les chemins de terre rouge s'effritaient sous les pas, vivait au rythme de ses habitants modestes, des paysans et artisans pour qui l'éducation représentait une porte vers un avenir meilleur. Les écoles, souvent des bâtiments de briques usées, étaient des phares dans l'obscurité de la pauvreté. Pourtant, derrière cette façade d'espoir, le Mexique des années 1980 était une terre d'ombre, la corruption rongeait les institutions, l'instabilité sociale pesait lourd, et les disparitions d'enfants, trop fréquentes, étaient reléguées aux marges des enquêtes officielles, comme des murmures étouffés dans le vent. À Cuetzalan, la vie suivait son cours, mais une tragédie imminente allait bientôt déchirer le tissu de cette communauté. Sophie Durand, une femme aujourd'hui âgée de plus de 70 ans, se souvient de cette époque avec une douleur qui n'a jamais faibli. En 2019, assise dans un fauteuil usé, face à une fenêtre donnant sur les montagnes, elle tient entre ses mains tremblantes une photographie jaunie de ses jumeaux, 2 enfants aux sourires éclatants, âgés de 11 ans à l'époque. J'ai cru que l'école serait leur refuge, confie-t-elle, sa voix brisée par le poids des années. Sophie, alors mère célibataire, avait signé les autorisations pour la sortie scolaire avec une confiance absolue, persuadée que l'école Benito Juárez, avec ses murs peints en blanc et son personnel dévoué, veillerait sur ses enfants. Elle se remémore leurs dernières étreintes, leurs petites mains chaudes dans les siennes, et la promesse qu'ils lui avaient faite de revenir avec des dessins de la zone archéologique qu'ils allaient visiter. Ces dessins n'ont jamais vu le jour. À quelques rues de là, Antoine Martin, un père dont le visage buriné raconte une vie de labeur, garde lui aussi une relique de son passé, une photo de son fils unique, un garçon de 12 ans aux yeux pétillants, disparu dans le même autobus. Je ne pouvais pas vivre sans chercher, murmure-t-il, les doigts serrant le cadre comme s'il craignait qu'il ne s'efface à son tour. Antoine, un menuisier du village, avait rejoint les rangs des parents désespérés pour former Voix d'Octobre, un groupe déterminé à ne pas laisser l'oubli engloutir leurs enfants. Chaque année, il marchait dans les rues de Cuetzalan, une pancarte à la main, le nom de son fils écrit en lettres rouges, comme un cri silencieux contre l'indifférence. Sa quête, presque obsessionnelle, était devenue le fil conducteur de sa vie, une lueur dans l'obscurité d'une justice absente. Au cœur de cette tragédie, une jeune enseignante, Claire Lefebvre, incarnait l'innocence d'une époque révolue. En 1986, à peine sortie de l'école normale, Claire, avec ses cheveux noués en chignon et son enthousiasme juvénile, s'était portée volontaire pour accompagner les enfants dans cette excursion. Les images d'archives la montrent souriante, un carnet à la main, organisant les élèves avant le départ. Mais derrière son sourire, une ombre planait, Claire, nouvelle dans la région, ignorait tout de la zone archéologique qui était leur destination supposée. Sa famille, interrogée plus tard, affirmait qu'elle n'avait jamais visité ce site, une incohérence qui, bien des années après, soulèverait des questions troublantes. Était-elle une victime, comme les enfants, ou une pièce involontaire d'un puzzle bien plus sombre? Pour les Français, cette histoire résonne avec une douleur familière. Les années 1980 et 1990 en Europe ont été marquées par des affaires de disparition d'enfants, comme l'affaire Dutroux en Belgique, où des familles ont vu leur vie brisée par des crimes que les autorités ont trop souvent négligés. À Cuetzalan, comme à Charleroi, l'indifférence institutionnelle était une seconde blessure, un écho de l'injustice qui traverse les frontières. Les habitants de ce village mexicain,
tout comme les parents européens confrontés à des tragédies similaires, partageaient un même sentiment d'abandon, celui d'un système qui, par négligence ou complicité, laissait des enfants disparaître dans l'ombre. Ce qui rendait Cuetzalan différent, cependant, c'était son isolement. Les routes sinueuses, souvent impraticables sous la pluie, coupaient le village du reste du monde. Les nouvelles voyageaient lentement, les appels à l'aide se perdaient dans les méandres de la bureaucratie. En 1986, lorsque l'autobus n'est pas revenu, les familles ont attendu des heures devant l'école, sous un ciel gris et menaçant, espérant un signe, une explication. Mais aucun n'est venu. Les autorités locales, débordées ou désintéressées, ont envoyé une patrouille qui s'est arrêtée après quelques kilomètres, vaincue par la pluie et la nuit. Cette inaction, ce silence, allait devenir le fardeau des années à venir, une plaie ouverte dans le cœur de Cuetzalan. Alors que les jours se transformaient en semaines, puis en années, les familles comme celle de Sophie et Antoine refusaient de se résigner. Les murs de leur maison, ornés de photos d'enfants souriants, devinrent des autels de mémoire, des témoignages d'un amour qui défiait l'oubli. Mais derrière leur résilience, une question persistait, lancinante, comment une simple excursion scolaire avait-elle pu se transformer en un mystère aussi insondable? Les indices, rares et fragmentaires, semblaient pointer vers une vérité bien plus sinistre, enfouie quelque part dans les montagnes de Puebla, attendant d'être déterrée. Dans l'aube froide et brumeuse du 24 octobre 1986, alors que la pluie tambourinait doucement sur les toits de tôle de Cuetzalan del Progreso, un autobus couleur crème, orné de rayures vertes, fut aperçu pour la dernière fois par un marchand ambulant. À 6h58 précises, l'homme, posté près du marché central, vit le véhicule descendre lentement une pente boueuse, ses pneus crissant sur la terre détrempée, comme s'il hésitait à s'enfoncer dans le brouillard épais qui enveloppait la route secondaire menant hors du village. À son bord, 15 enfants, âgés de 10 à 12 ans, riaient et chantaient, inconscients du destin qui les attendait. Claire Lefebvre, l'enseignante, feuilletait son carnet, tandis que Lucien Moreau, le chauffeur, scrutait la route avec une étrange fixité. Ce moment fugace, capturé par le regard d'un témoin, allait devenir le dernier fil reliant ces enfants au monde des vivants. Lorsque l'heure du retour prévu passa sans que l'autobus ne réapparaisse, une angoisse sourde s'empara des familles. Sophie Durand, la mère des jumeaux, fut parmi les premières à se rendre à l'école Benito Juárez, son foulard trempé par la pluie, les mains crispées sur un espoir fragile. J'ai attendu là, sous l'averse, priant pour que ce ne soit qu'un retard, confe-t-elle des années plus tard, sa voix encore lourde de cette journée maudite. D'autres mères se joignirent à elle, leurs visages pâlis par l'inquiétude, formant un cercle silencieux devant les portes closes de l'école. Les murmures d'inquiétude se transformèrent en cris étouffés alors que les heures s'égrenaient, et l'absence de nouvelles devint une vérité insupportable. Les pères, comme Antoine Martin, commencèrent à arpenter les rues, cherchant des réponses que personne ne pouvait leur donner. Les autorités locales, alertées en fin d'après-midi, envoyèrent une patrouille pour fouiller la route prévue, un chemin sinueux qui serpentait à travers les collines. Mais la pluie, incessante, avait transformé le terrain en un bourbier impénétrable. Les faisceaux vacillants des lampes torchées des volontaires et des policiers balayaient les broussailles, révélant seulement des arbres tordus et des flaques d'eau boueuse. Aucun pneu, aucun débris, aucun signe de l'autobus. La pluie a tout effacé, dira plus tard un volontaire, la voix teintée d'une résignation amère. La nuit tombante et la visibilité réduite forcèrent l'équipe à abandonner après seulement 10 kilomètres, laissant les familles dans un vide glacial. La recherche, déjà fragile, s'effondra sous le poids d'une organisation défaillante, comme si le destin conspirait à ensevelir la vérité. Ce n'est que dans les jours qui suivirent que les premières ombres d'une tromperie émergèrent. Les archives de l'école, soigneusement examinées, révélèrent une anomalie troublante. Lucien Moreau, le chauffeur, n'était qu'un nom sur un papier. Son dossier, fourni par une entreprise de transport douteuse, était une coquille vide, une adresse fausse, des références inexistantes. Cet homme, qui avait conduit les enfants dans la brume, semblait s'être volatilisé aussi complètement que l'autobus lui-même. Plus inquiétant encore, la famille de Claire Lefebvre jura qu'elle n'avait jamais visité la zone archéologique indiquée comme destination. Claire, une novice dans la région,
n'avait aucune raison de connaître ce lieu isolé. Pourquoi alors l'autobus s'était-il dirigé vers cette route secondaire, loin de l'itinéraire officiel? Ces incohérences, comme des fissures dans un miroir, laissaient entrevoir une vérité plus sombre, un dessein qui échappait encore aux familles éplorées. Pour les habitants de Cuetzalan, ce silence imposé par l'absence de réponse devint une seconde tragédie. Les autorités, lentes et désintéressées, semblaient plus soucieuses de clore l'affaire que de la résoudre. Les parents, eux, refusaient de plier. Sophie, debout sous la pluie ce soir-là, ne pouvait imaginer que son attente durerait des décennies. Antoine, déjà hanté par le visage de son fils, commença à organiser des réunions avec d'autres parents, déterminés à garder leur voix vivante. Mais dans l'ombre de cette douleur collective, une question lancinante grandissait, et si cette disparition n'était pas un accident? Et si quelqu'un, quelque part, savait ce qui s'était passé? Ces doutes, semés dans les cœurs brisés, allaient germer lentement, attendant une lumière pour révéler l'impensable. Les années s'écoulèrent à Cuetzalan del Progreso comme une rivière lente et silencieuse, portant avec elle le poids d'un chagrin inaltérable. Après la disparition de l'autobus en 1986, le village, autrefois vibrant de rires d'enfants, semblait enveloppé d'un voile de mélancolie. Les familles des 15 enfants perdus, marquées par une douleur qui refusait de s'estomper, se raccrochaient à leurs souvenirs comme à des bouées dans une mer d'incertitude. Antoine Martin, le menuisier dont le fils unique avait disparu dans cet autobus maudit, devint une figure centrale de cette lutte contre l'oubli. Nous marchons pour rappeler au monde que nos enfants sont toujours quelque part, confie-t-il, sa voix rauque résonnant lors d'une interview en 2019. Chaque année, à la tête du groupe Voix d'Octobre, il guidait une procession silencieuse à travers les rues pavées du village, tenant une pancarte où le nom de son fils, écrit en lettres rouges, semblait défier le temps. Les flammes vacillantes des bougies portées par les familles illuminaient les photographies des enfants, leurs visages figés dans une innocence éternelle, comme un appel muet à ne pas les abandonner. Mais cette résilience des familles se heurtait à un mur d'indifférence. Les autorités, après les recherches avortées de 1986, semblaient plus enclines à tourner la page qu'à chercher la vérité. En 1998, le dossier de l'affaire fut officiellement clos, relégué aux archives poussiéreuses d'une bureaucratie insensible. Cette décision, qualifiée par Antoine de « seconde trahison », frappa les familles comme un coup supplémentaire. Les promesses des officiels, jadis prononcées avec une solennité feinte, s'étaient évaporées au fil des changements d'administration. Les rapports officiels, truffés d'omissions et d'erreurs, devinrent des symboles de cette négligence institutionnelle, un écho de l'abandon ressenti par les parents. À Cuetzalan, on murmurait que la vérité était une denrée trop coûteuse pour un village aussi isolé, où les routes boueuses semblaient couper les habitants du reste du monde. Pire encore, les années furent marquées par une série de fausses pistes qui ravivèrent l'espoir avant de le briser cruellement. En 1993, un prêtre franciscain affirma avoir vu un autobus semblable à celui des enfants sur une route près de Zacapoaxtla, à une trentaine de kilomètres. Les familles, galvanisées, exigèrent une nouvelle recherche, mais les brigades envoyées revinrent bredouilles, sans le moindre indice. En 2001, une rumeur circula qu'un des enfants aurait été aperçu à Monterrey, à des centaines de kilomètres de là. Sophie Durand, dont les jumeaux faisaient partie des disparus, s'accrocha à cette nouvelle avec une ferveur désespérée, pour découvrir qu'il s'agissait d'une erreur. En 2009, une dénonciation anonyme suggéra que l'autobus gisait au fond d'un canal agricole près de Tlatloquitepec. Les autorités draguèrent le canal, mais ne trouvèrent rien. Chaque piste était un coup de poignard, dira un membre de Voix d'Octobre, la voix tremblante d'une colère contenue. Ces fausses promesses, comme des mirages dans le désert, ne faisaient qu'approfondir la douleur des familles, transformant leur quête en une marche sans fin. Pourtant, au milieu de ce désespoir, une force indomptable persistait. Dans la petite maison de Sophie Durand, un autel improvisé occupait une place centrale dans le salon. Une photographie jaunie de ses jumeaux, encadrée avec soin, trônait à côté d'une bougie toujours allumée. Sophie, dont les cheveux avaient blanchi et les mains s'étaient ridées avec le temps, passait des heures à contempler ces visages, comme si elle pouvait, par la seule force de son amour, ramener ses enfants. « Ils sont toujours là, dans mon cœur », murmure-t-elle,
ses yeux brillants de larmes retenues. Cet hôtel, comme ceux dans d'autres foyers de Quetzalán, était plus qu'un mémorial, il était une rébellion contre l'oubli, un acte de foi en une vérité qui, malgré tout, pourrait un jour émerger. Les familles, unies par leur douleur, continuaient de se réunir, partageant des histoires, des prières, et une détermination farouche à ne pas laisser leurs enfants devenir de simples notes dans un dossier oublié. Cette résilience communautaire, si fragile soit-elle, contrastait avec l'indifférence des autorités. Les années 1990 et 2000 virent le groupe Voix d'Octobre s'amenuiser, certains parents succombant à la maladie ou au chagrin, d'autres quittant le village, incapables de vivre dans l'ombre de cette tragédie. Mais pour ceux qui restaient, comme Antoine et Sophie, chaque pas dans leurs marches annuelles était une déclaration, leurs enfants n'étaient pas perdus pour eux. Ils incarnaient une mémoire vivante, un refus obstiné de céder à la résignation. Et pourtant, une question continuait de les hanter, tapis dans l'ombre comme un spectre, si les autorités avaient si vite abandonné, que cachaient-elles? Les murmures d'un complot, d'une vérité enfouie, commençaient à se faire entendre, préparant le terrain pour une révélation qui, des décennies plus tard, bouleverserait tout. En mars 2019, l'air était encore frais comme dans les montagnes de Puebla, où le vent sifflait à travers les denses forêts de Quetzalán del Progreso, murmurant des secrets depuis longtemps enfouis. Sur un terrain communal vague à 7 km de Tétélès de Avila Castillo, 3 ouvriers d'Infratel Communication creusaient pour ériger une tour de télécommunication. Sous l'épaisse couche de terre et d'herbes envahissantes, là où, selon les habitants, les lames ne produisaient jamais d'écho et où l'eau avait un goût de fer lorsqu'ils creusaient profondément, un bruit sec retentit. Une pelleteuse heurta un objet dur, non pas de la pierre, mais du métal. L'opérateur, déconcerté, éteignit la machine et, lorsqu'il se pencha pour l'inspecter, un morceau de métal rouillé émergea, tordu sous la faible lumière du soleil. C'était une plaque d'immatriculation, décolorée par le temps, mais dont le numéro correspondait à celui du bus disparu en 1986. À cet instant, après 33 ans de silence, le secret de Quetzalán commença à surgir de terre. Tandis que l'équipe de travail retirait soigneusement la terre, une forme terrifiante apparut, un bus couleur crème, désormais teinté d'un brun rouille, couché sur le flanc sous une couche de terre et de mousse. La carrosserie, déformée par le poids du temps, portait encore les marques de ce jour fatidique, des rayures bleues délavées, des vitres brisées et, à l'intérieur, les vestiges d'un voyage inachevé. Des sacs à dos d'enfants, trempés et pourris, gisaient éparpillés dans la boue séchée. Une paire de chaussures d'enfant, presque recouverte de terre, avait encore ses semelles en caoutchouc intactes. Un carnet, jauni et déchiré, fut retrouvé sous une chaise en métal, avec ces mots griffonnés au crayon, « Le professeur ne vient pas, on va ailleurs, il parle d'une cabane ». Ces mots, écrits d'une main d'enfant, comme un murmure du passé, soulèvent une douloureuse question, où les enfants ont-ils été emmenés, et par qui? À l'intérieur de la voiture, un sac en tissu bleu brodé contenait un goûter moisi et une lettre non ouverte, portant l'écriture naïve de l'enfant, comme si les enfants avaient préparé un cadeau pour leurs parents, mais n'avaient jamais eu l'occasion de le leur remettre. La nouvelle de la découverte se répandit rapidement, comme un vent froid soufflant sur Quetzalán. Sophie Durand, aujourd'hui septuagénaire, était assise dans un fauteuil roulant dans sa petite maison, informée par un voisin. Lorsqu'elle fut amenée sur les lieux, elle regarda le bus rouillé, un amas de ferraille obsédant, et ses yeux étaient emplis d'un mélange de soulagement et de douleur. « Mes enfants étaient à accent grave dedans », murmura-t-elle, la voix brisée, « mais ce ne sont plus mes enfants. » Les larmes roulaient sur ses joues ridées, mais elle restait immobile, comme si elle cherchait à reconnaître, dans ces débris, les visages rieurs de ses jumeaux. D'autres familles, comme celle d'Antoine Martin, se rassemblent autour du site, locataires des photographies jaunes, leurs mains tremblantes serrant des souvenirs qui, pendant des décennies, avaient été leur seul réconfort. Cette découverte, bien qu'un pas vers la vérité, ravivait une douleur qu'ils avaient appris à porter en silence. Mais avec cette révélation est venue une énigme encore plus profonde. Qui avait enterré cet autobus sous 1,5 m de terre? Pourquoi quelqu'un avait-il pris la peine de cacher un véhicule entier, comme pour effacer à jamais une page de l'histoire? Les premiers examens révélaient que la terre autour du bus avait été soigneusement tassée,
comme si l'opération avait été planifiée. Les objets trouvés, les sacs, les chaussures, le carnet suggéraient que les enfants n'avaient jamais atteint leur destination officielle. La mention d'une cabane dans le carnet semblait pointer vers un lieu inconnu, un endroit qui n'apparaissait sur aucun itinéraire scolaire. La vérité, enfouie pendant 3 décennies, commençait à se dévoiler, mais elle apportait avec elle plus de questions que de réponses. Les familles, les autorités, et les habitants de Cuetzalan se retrouvaient face à une réalité troublante, cette disparition n'était pas un simple accident. Quelqu'un, si quelque chose, avait voulu que ces enfants et leur autobus disparaissent à jamais. Cette découverte, comme une fissure dans le mur du silence, marquait un tournant. Pour Sophie, Antoine, et les autres, elle offre un étrange mélange d'espoir et de désespoir, l'espoir de comprendre enfin ce qui s'était passé, et le désespoir de réaliser que la vérité pourrait être plus cruelle encore que l'ignorance. Alors que les équipes d'enquêteurs commençaient à fouiller les débris, les habitants de Cuetzalan retenaient leur souffle, attendant des réponses. Mais dans l'ombre de cette carcasse rouillée, une question restait suspendue, comme un écho dans les montagnes: quel secret assez terrible méritait d'être enseveli si profondément, alors que la carcasse rouillée de l'autobus gisait, exposée comme une plaie ouverte sous le ciel morne de Cuetzalan del Progreso. Les enquêteurs s'attelèrent à percer les secrets qu'elle renfermait. En mars 2019, dans une salle au mur défraîchi de la police de Tezutlan, des experts forensiques, sous la lumière crue des néons, manipulaient avec une précision chirurgicale les reliques extraites du véhicule. Une boîte métallique, rongée par l'humidité, révéla un contenu aussi troublant qu'un cri étouffé, des documents scolaires jaunis, un itinéraire corrigé à la main, et une carte usée ou une inscription en encre bleue: route 2, accès caché par la rivière, semblait pointer vers un lieu clandestin. Ces mots, griffonnés comme un aveu hâtif, trahissaient une intention sinistre: l'autobus n'avait jamais été destiné à atteindre la zone archéologique promise. Les documents portaient l'entête de la Fondation Éducation Vallée Verte, une entité obscure, inconnue des registres officiels locaux, dont le nom résonnait comme une façade soigneusement élaborée. Cette découverte attira l'attention d'Élodie Garnier, une journaliste d'investigation dont la ténacité avait fait trembler plus d'un secret enfoui à Publa. Assise dans un bureau encombré de dossiers, elle scrute les documents avec une intensité presque palpable. Ce n'était pas un accident, déclare-t-elle, sa voix vibrante d'une colère contenue. Ces enfants ont été conduits à un ranch secret, loin de tout regard. Quelqu'un a orchestré cette disparition. Ces recherches, menées avec une rigueur obsessionnelle, convergeaient vers une figure énigmatique: Victor Dubois, un entrepreneur avicole prospère mais discret, mort en 1991 dans des circonstances nébuleuses. Les archives, bien que lacunaires, révélaient que Dubois avait été un mécène clé de la Fondation Éducation Vallée Verte. Une facture trouvée dans la boîte, datée du 23 octobre 1986, suggérait que l'excursion avait été organisée par cette entité, avec un itinéraire modifié à la dernière minute, comme si le véritable dessein devait rester caché. Pour éclairer cette toile d'ombre, Marc Fournier, un activiste des droits humains basé à Mexico, apporta un contexte historique crucial. Dans les années 1980, le Mexique était un terrain fertile pour le trafic d'enfants, explique-t-il, son regard grave traversant l'écran. La pauvreté, la corruption et l'absence de contrôle offraient une couverture parfaite à des réseaux criminels. Fournier, dont le travail s'inspirait des luttes pour la justice en Europe, établit un parallèle saisissant avec des affaires comme celle de Dutroux en Belgique, où des enfants avaient été victimes de systèmes défaillants. À Cuetzalan, la Fondation Éducation Vallée Verte semblait avoir exploité cette vulnérabilité. Sous prétexte de sorties pédagogiques pour les enfants des villages marginalisés, elle organisait des déplacements dont aucun rapport final n'était jamais produit. D'autres écoles, comme celle de Zapotitlan de Méné, avaient signalé des disparitions similaires dans les années 1980, classées à l'époque comme de simples fugues. Ces coïncidences, trop précises pour être fortuites, dessinaient les contours d'un réseau criminel opérant sous le masque de la bienfaisance. La révélation de cette tromperie institutionnelle frappa les familles comme un coup de poignard supplémentaire. La Fondation Éducation Vallée Verte, dissoute en 1990 sans laisser de traces claires, avait opéré pendant des années avec des autorisations douteuses,
financés par des fonds d'origine obscure. Les documents exhumés de l'autobus 1 reçus pour un « service spécial », une carte soulignant un chemin détourné au suggérait que l'excursion de 1986 n'était pas une erreur, mais une étape dans un plan calculé. Cette vérité, bien qu'encore fragmentaire, enflammait l'indignation des familles. Sophie Durand, dont la douleur avait façonné chaque ride de son visage, apprenait que ses jumeaux n'avaient peut-être jamais été destinés à revenir. Antoine Martin, toujours fidèle à Voix d'Octobre, serrait les poings en lisant les rapports, murmurant que la justice semblait plus éloignée que jamais. Et si vous êtes toujours avec nous à ce stade, laissez un « ici » ou dites simplement « toujours là » dans les commentaires, nous les lisons tous. Cette phase de l'enquête, loin de clore le mystère, ouvrait une porte sur un abîme. Qui avait autorisé cette fondation à opérer sans contrôle? Pourquoi les autorités locales, informées de ces activités, avaient-elles fermé les yeux? Les indices pointaient vers un réseau plus vaste, où des enfants vulnérables étaient devenus des proies dans un jeu de pouvoir et d'argent. Alors que les enquêteurs poursuivaient leur travail, une certitude s'imposait, la vérité, bien que partiellement révélée, était plus sombre que quiconque n'aurait osé l'imaginer. Et dans les montagnes de Quetzalán, où l'eau savait encore offert, le sol semblait prêt à livrer d'autres secrets. Sous le ciel lourd de Quetzalán del Progreso, où les montagnes semblaient garder leurs secrets avec une obstination muette, les découvertes dans l'autobus rouillé ouvraient une nouvelle page dans une tragédie vieille de 33 ans. En avril 2019, les laboratoires de Mexico livrèrent des résultats qui vinrent confirmer l'impensable, des analyses ADN, réalisées sur les ossements fragmentés extraits de la carcasse enfouie, permirent d'identifier 11 des 15 enfants disparus en 1986. Parmi les débris, des objets personnels, figés dans le temps, racontaient une histoire interrompue, une chaussure d'enfant, la semelle encore intacte malgré les années, un sac de toile brodée, contenant une collation moisie, comme un vestige d'un dernier repas, et une lettre jamais ouverte, ornée de dessins enfantins, destinés à des parents qui n'auraient jamais l'occasion de la lire. Chaque objet, soigneusement extrait par les experts, semblait crier une vérité longtemps étouffée, mais leur présence même posait une question cruelle, que s'était-il passé dans cet autobus, et pourquoi avait-il été enseveli si profondément? Au cœur de ces révélations, le sort de Claire Lefebvre, la jeune enseignante qui accompagnait les enfants, commença à se préciser, ajoutant une couche supplémentaire de douleur à l'histoire. Parmi les objets retrouvés, un carnet à moitié détruit par l'humidité portait son écriture, une phrase énigmatique griffonnée en hâte, « Je ressens le silence dans ma bouche ». Ces mots, lourds d'une angoisse indéchiffrable, semblaient refléter un moment de désespoir ou de prise de conscience. Des analyses plus poussées, effectuées sur des traces de sang séché trouvées sur un ceinturon déchiré, confirmèrent une vérité dévastatrice. Claire, à l'âge de 24 ans, avait probablement été assassinée le jour même de la disparition. Son corps, cependant, restait introuvable, comme si le silence qu'elle évoquait dans son carnet l'avait englouti à son tour. Cette découverte, bien que partielle, brisa les derniers espoirs de ceux qui croyaient encore qu'elle aurait pu survivre ou jouer un rôle dans le drame. Élodie Garnier, la journaliste qui avait ravivé l'affaire, observait ces développements avec un mélange d'indignation et d'impuissance. « Nous avons trouvé les ossements, mais pas les coupables », confie-t-elle, sa voix teintée d'une frustration palpable. Ces enfants et leur enseignante ont été trahis, non seulement par ceux qui les ont enlevés, mais par un système qui a fermé les yeux. Ces mots, prononcés dans un bureau encombré de dossiers, résonnaient comme un acte d'accusation contre des décennies de négligence. La justice, tant espérée par les familles, semblait s'éloigner à mesure que les indices s'accumulaient, révélant un crime trop vaste pour être résolu par quelques fragments d'os et de papier. Pourtant, chaque pièce du puzzle, aussi douloureuse soit-elle, rapprochait les familles d'une vérité qu'elles avaient attendue pendant plus de 3 décennies. L'enquête mena les autorités jusqu'au ranch El Sansontle, un lieu isolé mentionné dans les documents trouvés dans l'autobus. Là, une cabane abandonnée, à peine soutenue par des poutres pourries, se dressait comme un témoin muet du passé. Les murs de bois, rongés par l'humidité, portaient des traces de fusain, des bribes de mots laissées par des mains enfantines, un « no » à moitié effacé, comme un appel inachevé. Des crayons cassés et des éclats de papier jonchaient le sol, vestiges d'une présence humaine qui n'avait jamais été signalée dans les rapports officiels.
Ces traces, si fragiles, semblaient hurler une histoire que personne n'avait voulu entendre. La cabane, située à l'écart des routes principales, n'apparaissait sur aucun itinéraire scolaire. Pourquoi les enfants y avaient-ils été conduits? Était-ce un point de transit, un lieu où leur destin avait été scellé? Ces questions, sans réponse claire, pesaient sur les enquêteurs comme une ombre persistante. Pour Sophie Durand, cette vérité partielle était à la fois un baume et une blessure. Assise dans son salon, entourée de photographies de ses jumeaux, elle caressait le cadre usé, ses doigts suivant les contours de visage qu'elle ne reverrait jamais. Savoir qu'ils étaient là, dans cet autobus, c'est comme les retrouver et les perdre à nouveau, murmure-t-elle, ses yeux voilés par les larmes. Antoine Martin, fidèle à Voix d'Octobre, se tenait à ses côtés, ses poings serrés trahissant une colère contenue. Pour eux, comme pour les autres familles, la confirmation de la mort de leurs enfants n'était pas une fin, mais un nouveau départ dans leur quête de justice. Les ossements, soigneusement catalogués, étaient des preuves tangibles, mais les responsables, ceux qui avaient orchestré ce crime, restaient des fantômes insaisissables, protégés par le temps et l'indifférence. Cette phase de l'enquête, bien qu'elle apportât des réponses, soulignait l'amère réalité d'une justice inachevée. Les habitants de Couët-Salans, réunis autour des débris de l'autobus, sentaient que la vérité, bien que proche, demeurait hors de portée. Les fragments d'os et les objets personnels, exposés comme des reliques dans un musée tragique, étaient des témoignages d'une innocence volée. Mais dans cette douleur, une lueur d'espoir persistait, la mémoire de ces enfants, ranimée par les découvertes, refusait de s'éteindre. Alors que les enquêteurs poursuivaient leur travail, les familles, portées par un amour indéfectible, se préparaient à transformer leur chagrin en un cri pour la justice, un cri qui résonnerait bien au-delà des montagnes de Publa. Le 2 novembre 2019, sous un ciel voilé par des nuages légers, Couët-Salans del Progreso s'éveilla dans une quiétude solennelle, comme si le village tout entier retenait son souffle pour honorer une mémoire longtemps enfouie. Ce jour-là, en coïncidence avec la fête des morts, une cérémonie austère fut organisée sur le site où l'autobus rouillé avait été exhumé, là où la terre avait enfin livré une partie de ses secrets. Au centre, une croix de bois sculptée à la main se dressait, simple mais imposante, entourée de 15 bougies, chacune portant un ruban rouge où était inscrit le nom d'un enfant disparu. Sur une table de pierre, les familles avaient disposé des objets sauvés du temps, un trompeau à la corde effilochée, une boîte à lunch en fer cabossé, un livre de catéchisme aux pages jaunies, et une tresse de ruban bleu, comme autant de fragments d'une innocence volée. Ces reliques, posées avec soin, formaient un autel vivant, un témoignage muet de vies interrompues. Les habitants de Couët-Salans, jeunes et vieux, se rassemblèrent dans un silence respectueux, leurs visages marqués par des décennies de douleur et d'espoir entremêlés. Parmi eux, Sophie Durand, désormais frêle et soutenue par un fauteuil roulant, tenait entre ses mains tremblantes les photographies de ses jumeaux. « Je t'ai retrouvé, même s'ils me l'ont refusé pendant 32 ans, murmura-t-elle, ces mots à peine audibles, comme une prière adressée à l'absence. Ses larmes, contenues pendant des années, coulaient doucement, reflétant la lumière vacillante des bougies. Antoine Martin, fidèle à Voix d'Octobre, se tenait à ses côtés, sa pancarte usée toujours ornée du nom de son fils. Pour la première fois depuis 1986, il semblait porter son chagrin avec une étrange sérénité, comme si nommer les enfants, les faire vivre à travers ces rituels, était une forme de réparation, même imparfaite. Une voix enfantine brisa le silence. Une élève de 11 ans, issue de l'école Benito Juárez, s'avança, tenant une lettre écrite par ses camarades. D'une voix claire mais empreinte d'émotion, elle lut « Nous ne vous connaissons pas, mais nous vous nommons. Vos visages sont dans nos murs, vos histoires dans nos cœurs. » Ces mots, simples mais puissants, résonnèrent dans la foule, reliant les générations. Les enfants d'aujourd'hui, nés bien après la tragédie, avaient appris à connaître ces 15 noms, à les dessiner sur des affiches ornées d'arbres et de chemins, comme pour promettre qu'aucun oubli ne viendrait plus effacer leur mémoire. Cette lecture, portée par une innocence qui faisait écho à celle des disparus, toucha les cœurs des anciens, dont certains, comme Sophie, fermèrent les yeux, laissant les mots apaiser une douleur trop longtemps portée seule. La cérémonie, dépourvue de discours officiels, était une ode à la simplicité. Aucun homme politique,
aucun représentant des autorités ne fut invité à prendre la parole. Les familles, unies par leur chagrin commun, choisirent le silence comme langage, un silence chargé de sens, ponctué seulement par le tintement d'une cloche de bronze dans la tour de la paroisse. Chaque coup, grave et résonnant, semblait appeler les noms des enfants, non pas comme des victimes, mais comme des témoins d'une époque marquée par l'impunité. Les bougies, allumées une à une, projetaient des ombres dansantes sur les photographies, créant un tableau vibrant où la lumière semblait défier l'obscurité. Ce rituel, empreint d'une spiritualité profonde, rappelait les traditions funéraires françaises, où la mémoire des défunts est honorée par des gestes simples mais sacrés. La voix d'un narrateur, douce mais ferme, s'éleva pour tisser ces images en une réflexion. La justice légale peut rester inachevée, mais la mémoire est une flamme que nul ne peut éteindre. Ces mots, prononcés avec une gravité qui faisait écho à la douleur des familles, soulignaient une vérité essentielle. À Quetzalán, la mémoire était devenue une forme de justice, un acte de résistance contre l'oubli imposé par des décennies d'indifférence. Les objets sur la table, une règle en bois, un rosaire brisé, n'étaient pas seulement des souvenirs, mais des symboles d'une communauté qui refusait de plier. Chaque nom prononcé, chaque bougie allumée, était une promesse que ces enfants, bien que perdus dans la brume de 1986, continueraient de vivre dans les récits du village. Pourtant, même dans ce moment de communion, une ombre persistait. La vérité, bien que partiellement révélée, restait fragmentaire. Les ossements retrouvés avaient donné un visage à la perte, mais les responsables, ceux qui avaient orchestré cette tragédie, demeuraient hors d'atteinte, protégés par le temps ou la complicité. Sophie, Antoine, et les autres familles savaient que leur combat ne s'achèverait pas ce jour-là. Mais dans ce silence partagé, dans ces flammes vacillantes, ils trouvaient une force nouvelle, celle de la solidarité, de la mémoire collective qui, comme les montagnes de Quetzalán, résistait à l'érosion du temps. Alors que la cérémonie s'achevait, les regards se tournèrent vers l'avenir, où la quête de réponse, portée par cette communauté unie, ne faiblirait pas. À Quetzalán del Progreso, où les montagnes gardent encore leurs secrets, l'histoire des 15 enfants disparus en 1986 reste une blessure ouverte, mais aussi un phare d'espoir. En 2019, la création d'une unité spéciale d'investigation par l'État de Puebla marqua un tournant fragile. Chargée de rouvrir 123 dossiers de disparition d'enfants dans les régions de Puebla, Veracruz, Chiapas et Oaxaca, cette unité tenta de briser le mur du silence qui avait étouffé tant de familles. Marc Fournier, activiste des droits humains, confie dans une interview empreinte de gravité, Quetzalán n'est qu'une histoire parmi d'autres. Des centaines de familles attendent encore des réponses. Sa voix, lourde d'une vérité inachevée, résonne comme un appel à ne pas détourner le regard. La vérité, bien que partielle, a redonné un nom aux enfants de l'autobus, mais les coupables, eux, demeurent des ombres insaisissables, protégés par le temps et l'indifférence. Pourtant, dans ce village où la pluie semble encore murmurer des regrets, une leçon persiste, la justice ne se limite pas à punir, mais à préserver la mémoire. Les noms des 15 enfants, gravés sur des rubans rouges lors de la cérémonie de 2019, continuent de vivre dans les récits des habitants. Sous le ciel clair de Quetzalán, les rires des enfants jouant devant l'école Benito Juárez se mêlent aux échos du passé, tandis qu'une liste solennelle des noms des disparus s'affiche, accompagnée d'une inscription à la mémoire des disparus. Vos noms sont gravés dans nos cœurs. Cette mémoire, tenace et inaltérable, est une victoire contre l'oubli. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer nos prochaines enquêtes. Soutenez des organisations comme Amnesty International et plongez dans les récits qui refusent de se taire. Si vous pensez que ces histoires méritent de l'attention, pas de la pitié, de la sensibilisation, pas de l'exploitation, alors aidez-nous à les raconter avec dignité.